il faut relativiser. Je suis un mec qui a mis 10 ans à redevenir un débutant. Moi, ce que j'ai compris, que c'est pas tout le monde qui peut l'avoir vu, parce que pour le voir, il faut rester chez les amateurs pendant 10 ans. Et c'est le rêve de personne de rester chez les amateurs pendant 10 ans. Ils t'ont pris pour un terroriste. Ils m'ont pris pour un terroriste. C'est pour ça que je suis célibataire, c'est quand je fais des blagues comme ça souvent. Moi je suis célibataire, mais c'est un choix aussi. En fait, moi j'ai peur de l'engagement. J'ai peur de... Et d'ailleurs mon pénis il me le reproche beaucoup tous les soirs. Tous les soirs avec mon pénis on a des discussions très très énervées comme ça. Il est là, quand je rentre, il est là comme pourquoi t'es rentré seul encore? Je suis comme vas-y calme-toi, y a pas de problème, j'aime ma solitude. Et il s'énerve comme ça sur moi et je fais vas-y tais-toi et il s'énerve comme ça, il s'énerve à un moment il se braque contre moi comme ça. Et moi je veux le calmer, je le caresse et tout et là il me crache dessus. Bonjour à tous et bienvenue dans le Stand-Up Chit Chat, le podcast humour informel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous revenir avec un podcast où je reçois Talip, un super chouette humoriste, super drôle, qui a démarré en 2013. Je vous laisse tout de suite découvrir son humour. Bonjour Talip. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de venir aussi partager ton parcours et donner plein de super bons conseils aussi aux gens qui ont envie de faire ce métier, qui ont envie de se lancer, qui ont envie de faire du stand-up. D'accord. Merci à toi. Alors, ça fait combien de temps toi que tu as démarré dans le stand-up? Alors moi j'ai commencé 2 fois le stand-up. D'accord. Il y a la fois officielle, c'est 2013, donc il y a 9 ans, presque 10 ans. Ouais. Mais avant ça, quand j'avais 17 ans, donc en 2011, j'avais essayé une fois le stand-up, mais ça avait été traumatisant, genre tellement dur à vivre que j'ai dit c'est bon, je Et t'avais commencé ça où en 2011? J'avais envoyé un message à Soum, parce qu'à l'époque je connaissais personne qui faisait des blagues sur scène. Okay. Et j'avais vu Soum sur une pub, ou je sais plus comment j'avais trouvé Soum. Ouais. Je lui ai envoyé un message et il m'avait dirigé vers quelqu'un qui s'appelait Petit Ben à l'époque. D'accord. S'il l'entend d'ailleurs, ce serait marrant. Petit Ben Everhart, je crois qu'il s'appelait. Et il faisait un truc qui s'appelait Le Découvrir à Gare de l'Ouest. D'accord. Et je suis allé faire ça, mais c'était vraiment comme j'ai eu aucun rire, tout était nul. Et je me suis dit, c'est pas pour moi, je vais pas faire de blagues. Mais t'avais fait comment? T'avais écrit avant ton truc? Tu l'avais joué devant des amis ou tu t'es allé en freestyle? J'ai fait le cliché parce qu'à l'époque on connaissait qui comme humoriste? Nous en tout cas on connaissait Jamel Debbouze, Gad Elmaleh et le Jamel Comedy Club. Du coup j'ai regardé tout ce qu'ils faisaient là-bas et j'ai essayé de faire des blagues qui ressemblaient un peu, mais surtout d'acheter les mêmes vêtements, de mettre ma main dans la même poche. Ah ok, et c'est ça, c'est pas toi-même en plus. J'étais zéro moi-même. Et je faisais des allers-retours de gauche à droite sur scène parce que Gad Elmaleh faisait ça. Et comme ça se voyait que c'était pas moi. Et donc t'as été un peu traumatisé par la première scène quand même. Ouais, parce que surtout quand t'as 17 ans et même quand on a 27 finalement, tu crois que entre ta première scène et le moment où tu vas percer, ça va mettre 3 mois. Tu crois que t'es le prochain Freddie Mercury et c'est pas vrai. En fait, ça met beaucoup de temps, il y a beaucoup de travail et me rendre compte de ça à l'âge de 17 ans, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas un surdoué, je suis pas Mozart. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait recommencer 2 ans plus tard alors, en 2013? Les poèmes. Moi, parce que depuis que je suis petit, j'écris des poèmes, je fais du slam, des trucs. Et à un moment, j'ai appris qu'il y avait le Kings of Comedy Club qui faisait sa première scène ouverte. À l'époque, c'était Julien Sténier qui organisait ça. Okay. C'était le gérant de là-bas. Et je suis allé faire un slam et ça s'est bien passé. La semaine d'après, je suis retourné faire un slam. À l'époque, les scènes ouvertes du Kings, il y avait c'était pas que de l'humour, quoi. Ça pouvait être du slam. C'était censé être que de l'humour. Et ça, on me l'a dit dès la 2e fois. Julien m'a dit, mec, c'est trop bien ce que tu fais. Mais ici, c'est un comedy club. Ah, d'accord. Et tu casses un peu l'ambiance. Il m'a pas dit méchamment, mais il m'a dit comme, regarde, lui, il a fait ça, tout le monde a rigolé. Lui, il a fait ça, tout le monde a rigolé. Toi, t'as fait ça, plus personne n'a rigolé. Ah, ok. Tu vois? C'est normal, toi, c'était allé dans une autre optique. Ouais, moi, c'était du slam. Et il m'a dit, si tu veux continuer à venir, il faut que tu fasses des blagues ou alors tu fais des poèmes marrants. Et j'ai accepté le challenge, j'ai fait des blagues. Ah, excellent. Ouais. Et alors, ça a marché Non. À partir de là, pendant 4 mois, j'ai pas eu un seul rire. Enfin, je me souviens pas avoir un seul rire. Mais je venais chaque semaine faire mes trucs. J'ai même arrêté l'école à ce moment-là pour devenir humoriste, alors que j'avais pas un seul rire. Mais c'était quand même cool Enfin, t'étais pas si mauvais s'ils te laissaient revenir chaque semaine quand même. En fait, Julien et Cédric Van Troyen, qu'on appelle Kouz, et encore Thomas qui était le réel à l'époque de là-bas, et Gilles Morin qui était un des patrons, ils étaient venus me voir une fois. C'était rempli, et rempli au King ça veut dire 50-60 personnes, c'est pas énorme.
Et personne rigolait, sauf eux 4. Eux, ils étaient morts de rire. Et à un moment, ça m'a tellement énervé que je leur ai dit, les gars, arrêtez de vous moquer de moi, c'est déjà difficile pour moi là. Genre, arrêtez de me ridiculiser encore plus. Genre, rigolez pas là. Toi, tu pensais qu'ils se moquaient de toi. Mais c'était sûr qu'ils se moquaient de moi. Et à la fin, ils m'ont dit, mec, c'est trop bien ce que tu fais. J'ai dit, mais non. Parce que, ça n'a pas marché. Parce que personne n'a rigolé. Ils m'ont dit, on s'en fout, les rires c'est pour après. Ils m'ont appris qu'en fait, humoriste c'est pas que des rires, en tout cas pas dès le départ. Au début, ce qu'il y a, c'est avoir un style, être intéressant, avoir une vraie proposition artistique. Et ils m'ont dit, ça, tu as déjà. Maintenant, on va chercher des options pour que tu sois marrant, mais reste, continue à travailler avec nous parce que un jour tu seras drôle, tu verras. Et ils se sont pas trompés. Ah, c'est chouette. Ouais. Et du coup, c'est quoi si tu devais un peu résumer ton parcours, donc t'as recommencé en 2013 et après t'as continué les plateaux, là maintenant t'as un 30 minutes, c'est ça que tu joues avec François. Aujourd'hui. Et tu auras bientôt un spectacle, enfin c'est en création. Aujourd'hui 2022, on est au 30-30 avec François. Si tout se passe bien en septembre, j'ai mon spectacle qui va être finalement mon premier spectacle. En septembre. Donc, en septembre, Et donc on commence en 2013, on fait les scènes ouvertes au Kings. À l'époque, aux scènes ouvertes du Kings, il n'y a personne. C'est-à-dire, tous les humoristes que tu vois maintenant, Cody et James Eno et Alex Vizorek et Walter, ils sont déjà signés au Kings. Mais eux, ils sont déjà comme en France ou dans les gros trucs, ils sont déjà à la télé. Mais du coup, ceux qui partageaient les scènes ouvertes avec toi, il y en a Guillermo Guise. Ah ouais, donc tu l'as connu au tout début. Laura Lone. Moi, Pierre Bayana. Je connais pas. Pierre Bayana. C'est pas pour manquer de respect aux 3 premiers que j'ai cités, mais il était plus fort que nous tous. Pierre Bayana et Pascal sur scène. Je sais pas si ça connaît Pascal sur scène. Eux deux là, ils étaient au-dessus de tout. Et Guillermo Guise, moi j'ai commencé avant lui, donc j'ai vu Guillermo Guise arriver. Laura Lone, elle avait déjà beaucoup d'expérience. Elle allait déjà beaucoup à Paris, elle faisait les allers-retours. Elle jouait une scène. Elle était aussi comédienne, elle jouait sur un truc qui s'appelait Couscous au lardon. Et elle allait tout le temps à Paris, elle revenait, elle commençait à gagner des concours à Paris, un truc qui s'appelait Candidator, qui existe encore. Donc Laura Lone, ça se voyait que... Elle avait déjà, donc en 2013, Laura Lone, elle avait déjà commencé... Ouais, mais ça commençait doucement. Mais c'est intéressant de savoir aussi pour les gens qui nous regardent que voilà, t'as l'impression qu'ils font un incroyable talent à un moment donné, mais en fait ça fait des années qu'ils bossent et qu'ils font les... Enfin, voilà, ça se parle en nombre d'années, quoi. En nombre d'années et en heures de travail. Laura Lone, si ça a marché pour elle à un moment, c'est que Laura Lone, c'était une sale bosseuse. Je te dis, elle allait à Paris, elle faisait des allers-retours pour un spectacle où elle n'était pas si bien payée. Elle avait un appartement nul. Je me souviens, elle avait un appartement tout minuscule là-bas, que j'ai pas vu, mais elle arrêtait pas d'en parler. Je me souviens quand elle m'a invité. Elle m'a invité une fois. Mais t'as refusé, voilà. Et c'est pas que j'ai refusé, c'est qu'à l'époque j'étais très timide. Et ça, elle avait un copain surtout. Voilà. Elle avait un merveilleux copain qui m'a emmené une fois à Paris aller voir un truc dans une cave de Laura Lone. On allait souvent, j'allais souvent voir Laura Lone parce que j'étais comme, j'ai une amie qui est en train de faire ces trucs-là. Oui, c'était comme un peu d'égal à égal, elle avait un peu plus d'expérience que toi, mais vous partagez les scènes ensemble, quoi. Ouais, beaucoup plus d'expérience que moi, beaucoup plus de, d'efficacité que moi, mais Laura Lone, par exemple, au moment où elle fait la Belgique a un incroyable talent, c'est quoi? C'est Belgium Got Talent? C'est la France, je pense. Elle a fait la France aussi, mais elle a fait la Belgique aussi. La Belgique, ça s'est pas si bien passé. Un peu avant qu'elle fasse la France, elle joue au Cirque Royal. Elle est invitée par une troupe qui n'existe plus, mais à l'époque c'était le BX Stand-Up. D'ailleurs, Jimmy Vandal et tout, il vient de là. Peut-être je me trompe, c'est soit BX Stand-Up, soit Stand-Up, mais je pense que c'est BX Stand-Up. Elle se fait huer au Cirque Royal par 2000 personnes. Les gens l'insultent, ils la huent. Laura Lone, c'est aussi une battante. C'est pas juste t'es drôle, tu fais tes blagues, ça perce. Non, il faut se bagarrer parfois parce que parfois 2000 personnes peuvent te haïr. Et l'année d'après, il y a Jérémy Ferrari qui vient te chercher et c'est bon, tu vois. Je vois. Donc, et ça te fait quoi de voir que les gens, entre guillemets, comme Guillermo Guise, Laura Lone, ils ont percé de ouf. Toi, je dis pas que t'as pas percé, mais tu avances à ton chemin. Tu es un peu plus... Comment dire ça? Tu vois, t'arrives vers un spectacle, donc c'est déjà super, mais t'as pris un peu plus de temps, quoi. Ouais, j'ai pris beaucoup plus de temps, mais en même temps, j'avais pas leur âge. C'est ça que je commence à réaliser maintenant, c'est que eux, ils avaient tous 10 ans de plus que moi au minimum. Moi, je suis arrivé là, j'avais 19 ans. Eux, on avait 29, 30, 31, tu vois. Et ça, moi, je le comprends que maintenant, parce que forcément, à un moment, comme on a des carrières, c'est nos amis, c'est notre réseau, à un moment, t'es aussi pris de frustration. Forcément, parce que t'as envie de bien faire, t'as envie de... Tu dis, si eux y arrivent,
Pourquoi pas moi Pourquoi pas moi? Je pourrais avoir ne serait-ce que la moitié, mais en fait, eux, ils avaient déjà acquis une grande maturité à travers leur carrière d'avant. Je sais que Laura Lone, elle avait été architecte avant, Guise, il avait été journaliste, un journaliste en plus reconnu. Oui, il passait dans l'émission Sans Chichi, je me souviens. Tu vois, à l'époque. Tu vois, et même quand il est passé chez Mouloud Achour, chez Click, Mouloud Achour lui a dit mais moi je te connaissais déjà. Avant même que tu fasses des blagues, je lisais déjà tes trucs. Tu vois, donc c'est des gens qui. Ce que moi j'ai construit dans l'humour, eux ils l'avaient déjà acquis ailleurs et ils l'ont ramené dans l'humour, donc ça allait peut-être plus sainement pour eux, là où moi. Mais toi, au départ, donc, quand t'as 19 ans, tu te dis je veux faire ça et vivre de ça. C'était ça dans ta tête ou ouais. Et du coup, t'as quand même dû un peu te confronter à ok, ça rapporte pas beaucoup de thunes, donc je dois quand même trouver des boulots. Comment t'as fait? Parce que j'imagine que t'as pas un portefeuille de base exponentiel et que tu as dû quand même travailler en plus que l'humour ça rapporte. Malheureusement, au début, pas grand chose quoi. Déjà, j'ai jamais pensé à vivre de l'humour. Moi, je m'étais juste dit, ok, je vais être humoriste et ça va être simple. En fait, moi, ce que j'avais trop aimé dans le fait d'être humoriste, c'était pas encore le métier, parce qu'en Belgique, c'était impossible d'en vivre. Il y avait que Alex Vizorek, et Alex Vizorek, ça marchait parce qu'il était en France. Guise et tout, ça n'existait pas encore. Maintenant, il y a Il y JP. avait François Pirette, mais bon, François Pirette. Oui, mais même François Pirette, c'était des gens d'une autre époque, tu vois. François Pirette, c'est un très bon exemple en vrai, parce que lui, en ne quittant pas la Belgique, il a fait une très belle carrière. Mais tout ça, on le voyait pas. Donc, ça avait une question, c'était quoi? Non, mais niveau financier, tu t'es dit, est-ce que ça va être jouable d'être humoriste et de financièrement de s'en sortir, ou tu t'es dit directement, il faut que je prenne des tafs à côté J'ai jamais pris de taf à côté. Ça a commencé très très récemment. Ça a commencé comme en 2018, tu vois. Jusque là, moi, je me suis dit, je veux faire que des blagues parce que j'aime trop ce milieu-là. Et d'ailleurs, t'as pu en vivre un peu parce que tu vendais des textes, c'est ça que tu m'avais expliqué, non? Tu t'écrivais, et donc c'est une reconnaissance aussi, non? De dingue. En fait, c'est ça. J'ai jamais pensé à en vivre. Je voulais juste traîner avec des humoristes, le plus d'humoristes possible, le plus souvent possible, tout le temps rencontrer ces gens, leur parler. Et il y avait un endroit où c'était possible, seulement un endroit en Belgique, le Kings. Et le Kings, soit tu me parlais d'un carnet d'adresses, etc. Moi, j'avais pas de carnet d'adresses. Moi, j'étais juste un jeune mec de 19 ans qui connaissait personne. Mais le Kings, justement, vu que je traînais là, il arrivait que Cody me demandait d'écrire une chronique. Et une fois que Cédric Van Troyen a vu ça, il arrivait que Cédric me dise va sur Pure FM faire de l'animation. Et toi, de fil en aiguille, quand Shirley Soignon passait là, elle me voyait, du coup on passait du temps ensemble. Quand un Parisien voyait que je traînais avec Shirley Soignon, il se disait ce mec là c'est quelqu'un, on va l'inviter. Donc c'est quand tu traînes au cœur de Mais c'est aussi parce que t'étais bon, c'est pas uniquement parce que tu traînais avec ces gens, parce que si t'avais juste traîné à leur cirer les pompes, il y a le facteur travail qui est très important. En fait, on était plein à traîner autour des humoristes. Mais on n'était pas nombreux à être des humoristes qui traînons autour des humoristes. Il y en avait plein qui étaient là comme je me tâte, je vais peut-être faire des blagues. Non, fais des blagues. Tu réfléchiras après quand ce sera nul ou quand ce sera très bien, mais ne réfléchis pas avant. Et justement, moi, j'avais pas ce truc de réfléchir. C'était juste la meilleure chose de ma vie, monter sur scène. Alors il fallait que je monte sur scène tout le temps. Et comment t'as vu que à partir de quel moment t'as vraiment progressé, ou quel est le truc que t'as réalisé qui t'a fait faire un bond Parce que tu disais au début, les 4 premiers mois, j'ai pas trop réussi. Guillermo Guise. C'est Guillermo Guise. C'est Guillermo Guise. En fait, voilà, les 3 premiers mois, il n'y a pas encore Guillermo Guise dans les scènes ouvertes. Dans les scènes ouvertes, il y a Pierre Bayana, il y a moi, un mec qui s'appelait Ilias Boukala, qui a disparu, après il a arrêté l'humour. Brian Idéologie, je sais pas si tu vois qui, Docteur Idéologie. Docteur Idéologie, grand succès maintenant sur internet. Enfin, c'était nous, tu vois. Mais eux, c'était pas des résidents, ils venaient de temps en temps et parfois ils venaient pas. On faisait ces trucs-là et à un moment, je pars en vacances, je reviens. Et j'entends que la semaine juste avant, il y a un pote de Dan Gagnon qui est venu faire un truc et que ça s'est bien passé. Du coup, je rencontre ce pote de Dan Gagnon qui me dit je t'ai déjà vu, c'était plutôt bien. Genre, il me dit juste c'était plutôt bien. Là où moi, mais les grands patrons, ils m'ont dit que j'avais une vraie proposition artistique. C'était toujours pas drôle, mais des gens importants m'ont dit que j'avais une vraie proposition. Et je vois ce qu'il fait. Et c'est à mourir de rire. C'est trop drôle. Et à l'époque, en plus, le public, il n'y avait personne. On jouait devant 4 personnes, 5 personnes. Et lui, il arrive avec 2 amis à lui, qui en plus sont des Turcs. C'est important parce que moi, je suis d'origine turque. 2 filles, et elles sont à fond avec lui et tout. Je suis comme, en plus, il est beau gosse. En plus, il y a 2 filles super cool qui viennent, qui sont de ma culture, mais moi, j'ai jamais réussi à ramener des Turcs dans mon public. Donc déjà, ça me trotte. Et la semaine d'après, je reviens avec le même texte. Moi, j'ai juste un 3 minutes qui est... C'était 3 minutes à l'époque Non, c'était plus. Si t'avais 10 minutes, tu jouais 10 minutes. Mais moi, j'avais pas. Parce que j'avais rien vécu. Enfin, je pensais que j'avais rien vécu d'assez intéressant que pour en parler pendant 10 minutes. Et lui, il arrive,
La semaine d'après, donc notre rencontre, et il fait un 15 minutes, trop drôle, qui n'a rien à voir avec le 15 minutes d'avant. Je suis comme, attends, c'est pas possible. Il avait 30 minutes de matériel, comment il a fait? La semaine d'après, il arrive avec 15 minutes, trop drôle, qui n'ont rien à voir avec les 30 minutes d'avant. Et je suis comme, ah ok, en fait, il faut travailler. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui travaillent, et quand ils travaillent, ils sont plus forts. Artiste, c'est pas juste on s'amuse, parce que moi, je l'ai vécu comme la cour de récré avec des potes. Ouais, non, je comprends. Et du coup, j'en viens à ma question, par exemple, sur l'écriture, parce que le travail, c'est aussi beaucoup l'écriture. Est-ce que toi, tu as suivi, est-ce que tu as lu des livres sur, par exemple, les techniques, les mécanismes et tout ça, parce qu'on en parle beaucoup, les 13 mécanismes de l'humour, la comparaison, la métaphore, ceci, cela. Ça t'a aidé aussi ça, ou c'est très écrit ce que tu fais, ou bien ou c'est en partie de l'improvisation, ou comment, c'est quoi ta méthode un peu? Ça a été très écrit parce que, comme je te dis, moi je viens de l'écriture à la base, je viens des rimes. Moi ce que j'aime, c'est les mots, c'est comment mettre les mots l'un avec l'autre. À un moment je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des blagues en mettant les mots l'un à côté de l'autre, et ça m'a beaucoup plu. Mais à la base, je venais des rimes, et surtout, mon mentor, celui qui m'a vraiment beaucoup appris, qui m'a pris par la main, qui m'a expliqué que j'avais de la valeur. Parce que, en fait, tout ça, toute cette bagarre-là de monter sur scène, c'était juste une bagarre entre moi et moi, et ça l'est encore, entre moi et moi pour chercher à comprendre si vraiment j'ai de la valeur ou pas. Et là, il y a Dan Gagnon qui arrive, et vraiment, lui me faisait faire ses premières parties, il m'aidait et tout ça. Et lui, il m'a fait comprendre qu'en vrai, j'avais une vraie proposition, et qu'avec un peu de travail, etc., je pouvais faire un vrai truc. Et moi, je le croyais pas, parce que justement, on en parlait avant l'enregistrement de ce podcast. On parlait, tu vois, quand tu viens de minorité, quand tu viens de ci, de ça, t'arrives pas à te projeter en te disant, ouais, ce qu'un tel a fait, le succès qu'un tel a obtenu, moi aussi je peux. Parce que t'as l'impression que c'est réservé à une élite ou... J'ai pas de référence comme ça autour de moi. Dan a commencé à me montrer des Eddie Murphy, des gens, tu vois, des Richard Pryor, des Lenny Bruce, où en vrai, tu regardes le vrai, tu dis, mais bon, ils sont morts 60 ans avant ma naissance, mais c'est des vies que je reconnais, que j'arrive à visualiser. Bon, Richard Pryor, il est né, il y avait des seringues autour, c'était vraiment de Krakos. C'est pas ma vie. Mais juste ce truc de grandir dans un ghetto, entre guillemets, où tous les gens autour te ressemblent et parlent la même langue que toi, qui n'est pas la langue du pays, ça, je me reconnais. Nous, on a grandi entre Turcs, nous. Mais toi, tu viens de quel quartier? Tu viens de Scarbeck, Scarbeck, rue de Brabant. Ok, ah ouais, là où il y a tous les magasins, la placite et tout. Exactement. Et Dan, il m'a, en me montrant ces trucs, il m'a fait comprendre. Et il y avait deux livres trop bien. Il y avait The Comic Toolbox et un autre truc, j'ai oublié, c'était un livre jaune, mais Comic Toolbox et How to be funny, un truc comme ça, tu vois. Et là, vraiment, c'était trop bien parce que tu parlais des ficelles de l'humour. Eux, ils mettaient la ficelle, ils mettaient 14 exemples de cette ficelle, mais d'humoristes connus. Avec des blagues bien efficaces. Voilà. Et puis, ils t'expliquent pourquoi chaque blague a fonctionné, qu'est-ce qui a fait que chaque blague a fonctionné, puis ils te mettent des contre-exemples du truc pour montrer pourquoi cette blague n'a pas marché et comment elle aurait pu marcher. C'est excellent. Ouais, de dingue. Et comme moi, déjà, j'avais la culture des punchlines parce que je viens du rap, c'est ça que j'ai le plus écouté. La culture de cette phrase qui doit être la plus concise possible, mais la plus efficace, la plus percutante. Je me suis mis à écrire que des punchlines, moi. C'est pour ça que j'avais que 3 minutes, parce que moi, tant que c'était pas une... tant que c'était pas une punchline, ça avait aucun sens pour moi. Fallait que ce soit comme... J'avais des blagues très précises que je refais parfois de temps en temps, parce que je les aime bien. Mais t'as l'impression que ton humour a évolué vers... De fou. Maintenant, j'écris plus jamais. C'est-à-dire, jamais tu vas me voir à taper sur un clavier ou à écrire avec un stylo. Maintenant, j'enregistre des audios et j'arrête de chercher à faire une blague. Je cherche juste à raconter un truc que moi je trouve cool. Parce que c'est en travaillant avec François FK que je me suis rendu compte de ça. Si tu racontes un truc que toi tu trouves cool et que tu le ressens vraiment au moment où tu le racontes, en fait c'est drôle. C'est vrai. Que si tu fais la blague la plus technique, etc. Si c'est récité et que c'est pas dit avec de la bonne manière, ça peut pas marcher. Ça, et puis en fait, le cerveau, c'est un ordinateur très puissant, mais pas si puissant que ça. Il peut pas chercher à comprendre le sens d'une phrase et en plus générer le rire parce que cette phrase elle est drôle. Il peut, mais c'est long, c'est pénible. Imagine si sur 1 heure t'as que des blagues très techniques, le cerveau doit se concentrer à qu'est-ce que ça voulait dire. Comprendre la blague. Où était la faille? Cette faille c'était une faille drôle. Hop, surprise, rire, ça fait beaucoup. Que je me suis rendu compte que si juste t'es cool et tu racontes des trucs cool, c'est cool, tu vois.
Donc ouais, mais t'as quand même un truc drôle quand même aussi, quoi. C'est pas juste la vibe, vous allez rigoler avec moi, tu vois, t'as quand même un propos, enfin, t'as quand même des vannes et tout. Ouais, en fait, maintenant, j'ai gardé ce truc des blagues, parce qu'il y a des blagues très très écrites que j'aime bien, mais maintenant, c'est des checkpoints pour moi. Ça veut dire, entre minute 1, j'exagère parce que jamais je me suis chronométré, mais entre minute 1 et minute 3, je raconte ce que je veux, parce que minute 1, il y avait une blague très technique, et minute 3, il y a une blague très technique. Donc même si je les ai perdus pendant 2 minutes, à minute 3, je vais les récupérer. Et après, je peux me repermettre une digression, parce que je sais qu'à minute 4, je vais encore les récupérer. C'est mon schéma de truc, j'improvise beaucoup sur scène, parce que je sais qu'il y a plein d'endroits... Tu es suffisamment à l'aise aussi sur scène pour improviser, parce qu'il faut être déjà sacrément à l'aise pour... monter sur scène avec un texte préparé, c'est déjà pas rien. Mais monter sur scène avec, comme tu dis, t'as tes quelques blagues à minute 1, 3, 5, mais après tu te dis le reste c'est freestyle, il faut quand même être hyper à l'aise aussi, quoi. Ça montre que tu as de l'expérience quelque part aussi. Ouais, mais moi j'ai commencé comme ça. Et en fait, c'est l'autre côté que j'étais incapable de faire. Faudrait que en fait, le jour où je serai très à l'aise, je vais étudier un texte que j'aurais écrit et je vais le faire. Parce que pour moi, c'est ça qui me hante. Faire de l'improvisation, c'est pas grave, parce qu'au pire, le public, il sait qu'on vit un moment éphémère ensemble, un moment qu'on est en train de créer. Donc, évidemment, ça demande du courage, mais le public, il te pardonne beaucoup plus de choses quand il voit que tu es en train d'inventer avec lui, quand il voit que tu es en train de créer avec lui. Que si en plus j'avais un texte écrit, préparé, et je me plantais pendant 3 minutes là-dessus, ils vont dire mais attends 2 secondes, c'est que soit c'est pas de qualité, soit il se moque de nous, enfin il y a un truc gênant. Moi c'est comme ça que je le vis. Mais du coup pour ton spectacle, ça va être aussi ça va aussi être genre des blagues efficaces, un peu ponctuées, et après de l'impro, ou ça va être vraiment préparé, une heure hyper préparé? Tu dis en septembre, tu auras ton spectacle là. En fait, il y aura 3 parties. Il y aura la partie telle que je viens de te la raconter, c'est la première demi-heure. C'est ce à quoi j'ai habitué les gens. Les gens connaissent Talib sur scène, c'est ça. C'est un mec... Quand je dis j'improvise, ça veut pas dire que je parle d'un sujet et la semaine d'après j'en parle plus jamais. C'est souvent les mêmes sujets qui reviennent. Souvent, ces blagues là, les blagues impactantes qui restent. Mais c'est tout ce que je raconte autour qui change tout le temps. Donc ça, c'est le cœur de ce pourquoi les gens me connaissent et m'aiment bien dans le stand-up depuis ce 2013 là. Ensuite, il y a une partie d'un sujet qui est lourd pour moi, qui est douloureux pour moi, que j'ai envie de raconter, mais qui rentre pas dans cette manière de faire. Ça va être 100% humour ou bien pas 100% humour. Non, ça va être de l'humour au début et puis après justement tu vas créer la rupture et... Ouais, et cette rupture là, c'est la 3e partie en fait. En fait, c'est comme, il y a un bloc de 30 minutes qui est le 30 minutes que j'ai fait avec François la semaine dernière. Et ensuite, les 2 autres blocs, ils vont être entremêlés comme ça, ils vont se suivre. Parce qu'il faut que ça reste marrant, mais il faut que ça reste sérieux, parce que sinon ce sujet, sinon j'en parlerai sur 10 minutes, j'en parlerai sur des plateaux. Mais c'est un sujet qui est lourd pour moi. Mais je suppose que tu peux pas en parler. On peut. C'est comme, tu m'en as déjà parlé en privé, mais je sais pas si ça... après c'est à toi de dévoiler. On peut. Ce qui se passe, c'est que moi j'ai arrêté l'humour de 2017 à 2019. Pendant 2 ans, j'ai plus voulu faire des blagues, j'ai plus fait des blagues. Et une des raisons de ça, c'est qu'en 2017, j'ai fait une blague sur Snapchat, sur laquelle quelqu'un a fait une capture d'écran, l'a envoyée à la police. La police a jugé cette blague tellement grave et dangereuse, parce que je parlais du fait d'aller en Syrie dans cette blague, et tellement plausible le fait que je parte en Syrie vraiment, alors que je suis humoriste. Ils t'ont pris pour un terroriste. Ils m'ont pris pour un terroriste. Et comme j'étais en Grèce au moment où j'ai fait cette blague, ils se sont dit mais il est déjà sur le chemin. Donc c'est plus juste la police fédérale de Belgique qui peut gérer ce problème, c'est la police européenne, c'est Europol, Interpol, tu vois. Et donc pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai fait que des gardes à vue en Grèce, cellules antiterroristes, des trucs très épuisants. Je me suis retrouvé demandeur d'asile au Canada. Tu m'as expliqué que tu étais resté 8 mois presque au Canada. 8 mois, j'étais même SDF au Canada. C'est des trucs que je raconte pas parce que... Comment tu veux raconter ça entre des blagues où tu parles de cul et de pampers? Non, je peux pas. Je veux que ça ce soit le moment un peu plus énervé. Parce que mon stand-up il est pas si énervé que ça, il est beaucoup dans la vie. Et donc c'est aussi pour provoquer des émotions chez les spectateurs qui soient peut-être au début plus du rire et après avec cette autre partie, peut-être justement de la rage ou d'autres sentiments que le rire. Voilà. Mais en fait ça reste toujours le même schéma
que depuis mon premier jour, c'est je vais m'égarer quelque part, parce que je sais qu'à la fin, je vais les récupérer. Ouais. Je sais pas encore comment je vais les récupérer, mais je sais qu'à la fin, ils vont rigoler. Mais j'aimerais trop qu'ils rigolent en s'essuyant les larmes. Ouais, ok. C'est ça que j'ai envie de provoquer. Ouais. Je sais pas si je suis capable. Et ça, donc t'as pas encore finalisé l'écriture de cette partie-là, mais tu vas te faire aider pour ça, tu crois, ou tu vas vraiment le faire tout seul, ou parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent aussi te donner des conseils pour... Mais je me fais aider, moi, tout le temps, par François FK. François FK. Ouais. François FK et moi, on s'entraide tout le temps, on travaille tout le temps ensemble, c'est comme un truc de binôme. Lui, Ouais. il m'apprend justement à aérer mes textes, à faire des textes beaucoup plus légers, beaucoup plus cool en fait. D'accord. Ouais. Parce que lui, son profil, c'est... Quand tu le vois sur scène, t'as envie d'être son meilleur ami. Ouais. Ah bah lui, il m'apprend un peu ça, il m'offre un peu de cette sympathie, de ce charisme un Et peu. de cette sérénité aussi, il a l'air Voilà, très zen, tu sur vois. scène. Moi, j'étais très nerveux. Ouais. Quand j'ai repris l'humour, j'étais très très nerveux parce que j'avais mes trucs post-traumatiques. Ouais, c'est clair, je comprends. Donc c'est ça. Ça va être un challenge aussi. Mais non, c'est chouette, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant, c'est pas le bon mot parce que c'est horrible ce que t'as vécu, mais je vais pas. C'est sûr que c'est dur, mais c'est bien de pouvoir le transformer. Et, Ouais. Après, c'est ça en fait. Je suis le seul de mon entourage à avoir vécu ça. Donc oui, c'est horrible à avoir vécu. Ouais. Mais maintenant que je l'ai vécu, c'est trop bien. Parce que je suis le seul. Si moi j'en parle pas, c'est une histoire qui va mourir avec moi. Donc il faut que ça existe d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est pas je le vois pas comme du travail. Je suis comme, ok, comment maintenant emballer trop bien cette aventure de vie pour que les gens ne soient ni heurtés, ni ne prennent peur, ni pour que vraiment ils découvrent la chose telle que j'ai envie de l'exprimer. Et c'est bien, c'est comme quand, je sais pas, tu veux offrir un bouquet de fleurs à quelqu'un. Je suis en train d'emballer, je suis en train de chercher le bon truc. On va voir. Ah, c'est chouette. Et donc, normalement, ça arrive en septembre, c'est ça que tu disais. Enfin, c'est ce que À la rentrée, ouais. C'est- Septembre. Et t'as déjà une idée, donc tu joueras peut-être au Kings alors tu me disais, ou... Enfin, tu sais pas King, encore, c'est tu pas verras sûr. bien. King, c'est pas sûr. C'est peut-être chez Jimmy aussi. Chez Jimmy, c'est sûr et certain. Donc c'est au QSEC Bar, hein, c'est ça hein. Au Q-Sec Bar, ouais, à rue Saint-Géry, dans les Halles Saint-Géry. Là-bas, c'est sûr. Qu'est-ce qui est sûr Et encore? après, t'as une page Facebook où peut-être tu vas mettre toutes les dates. Moi, je suis pas très doué à ça. Si, imaginons les gens veulent venir te voir, ils trouvent les infos où alors sur les sites des théâtres ou bien Sur Instagram, c'est plus sur simple. Insta. C'est Talip Hall sur Instagram, donc Talipoll. D'accord. Ça, c'est mon Instagram. Sur Facebook, j'ai du mal. Je suis comme en train de vite quitter. Enfin, je suis plus trop là sur Facebook. Mais bon, les gens peuvent te retrouver alors sur Instagram. Et alors, je vais te demander aussi, parce que tu as parlé au début donc, que Dan Lennon t'avait beaucoup aidé, tout ça. Ouais. Je me demande maintenant, est-ce que tu as toujours des contacts avec eux ils t'aident encore un peu ou vous êtes restés potes ou, Je peux te donner le mensonge joli, je peux te donner la vérité moche. Mais non, la vérité, c'est. Ils sont devenus des stars. Non, en fait, il y a rien de moche. C'est juste. C'est aussi beaucoup de ma faute. Je suis parti au Canada. Au Canada, Dan, il m'a... Parce que, comme par hasard, c'est arrivé au moment où il s'est aussi installé au Canada avec sa femme. Donc, il m'a vraiment soutenu. Pendant cette période où t'étais... Où j'étais au Canada, ouais. C'est-à-dire, je suis allé chez lui, il me présentait beaucoup d'humoristes, mais les humoristes qu'il me présentaient, c'est des superstars là-bas. C'est pas ceux avec qui on traîne en Belgique. Dan, là-bas, il connaît les big, les top 5, tu vois. Sauf que moi, j'étais plus dans ça. Dans ma tête, j'étais ailleurs. Je parlais à un humoriste, pour moi, ça semblait abstrait. Parce que bon, désolé, on a eu une petite coupure technique. Donc, on disait quoi, tu te souviens? On parlait des amis, des anciens amis. Ah oui, tu disais que, donc, on disait à Anden la fois où tu avais recommencé, quand tu es revenu en 2019, tu t'es dit je reprends, tu as dit je veux vraiment redémarrer à zéro quelque part. Ouais. Et t'as pas fait appel à tous tes contacts d'avant et t'as fait un peu profil bas aussi, quoi. Enfin... J'ai fait complètement profil bas et je sais toujours pas pourquoi. Mais je sais, enfin, il y a une voix en moi qui me dit c'est bien. Genre, tu vois, quand tu me demandes pourquoi, est-ce que tu as encore des contacts avec des Dan, des Guise, en vrai, si je leur écris. Oui, tu te souviens de toi évidemment. Bah oui. Mais il y a un truc en moi qui me dit non, refaire comme. Quand je suis revenu dans l'humour, et à Anden, tu peux témoigner, mais j'étais pas drôle. Parce que tu as arrêté, 2 ans un truc, forcément t'as rouillé. Après le public n'écoutait pas non plus donc ça donnait pas envie de les faire non plus, tu vois, c'était un peu compliqué mais moi je t'ai vu jouer à Stand Up in le Park, mais bon, c'était après, mais c'était cet été.
t'as tout éclaté, quoi. C'était vraiment super bien, quoi. C'était Enfin, bien. éclaté, je dis ça, enfin, c'est dans un sens positif, parce que je Ouais, sais que ouais. parfois les gens disent éclaté négatif, mais moi Ouais, je dis genre ouais. éclaté, c'était génial, quoi. Enfin, je précise parce que enfin, j'utilise cette. Pour les auditeurs. Ouais, voilà, non, c'était vraiment bien, quoi. Je me souviens que t'as enflammé le public, c'était chouette, quoi. Mais ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis au moins 6-7 mois à ce que je redevienne drôle. Alors imagine si j'avais fait le truc facile de j'appelle Kings of Comedy pour leur dire mettez-moi des dates, mais au final je suis nul. Ouais, t'avais envie de te refaire la main aussi. Et est-ce que t'as eu facile à ce moment-là pour être programmé? Parce Non. que ouais, ça c'est pas forcément évident. Hein. Parce que comme je te dis, les gens qui m'aiment, je les ai pas rappelés. Et tous les autres, ils me connaissent pas. Ouais, ça, ils te connaissaient pas. What the Fun, ils te connaissaient pas alors. Si, on se connaissait un peu, mais What the Fun et moi, c'est pas la même vision de l'humour. de comment s'organise un plateau. Okay. Du coup, j'ai pas eu envie, et eux non plus n'ont pas eu envie, mais c'est pas un truc d'inimitié ou de conflit, c'est juste, on n'est pas dans le même registre, donc non, What the Fun non. Mais tu vois, grâce à ça, justement, j'ai découvert tous des noms que j'aurais pas rencontrés autrement. Mais les premiers à m'avoir rappelé, parce que c'était pas un choix personnel de revenir dans l'humour. Moi j'avais fait le deuil de ça, j'avais appris un nouveau métier, j'étais développeur et c'était bon pour moi. Mais il y a Mehdi, BTB et Thomas-Henri Molise qui faisaient un truc dans un bar qui s'appelait Chez mon ex, à Saint-Gilles je crois. Et eux deux ils m'ont dit mec viens. Tu reviens. J'ai dit non, ils ont aussi tu reviens. Et eux ils t'avaient déjà vu avant, alors c'est ça, ils te connaissaient d'avant? Ou bien tu leur as parlé de ton histoire et ça leur a donné envie de t'avoir ou... Je sais pas. En tout cas je leur avais jamais parlé avant. Je sais que apparemment eux deux ils ont un truc très très geek de l'humour. Ils veulent savoir beaucoup de choses sur l'humour. Genre une conversation avec eux c'est jamais normal. C'est très très technique, très très pointu sur des choses très 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 inconnues de l'humour, tu vois. Et du coup ils avaient comme, je sais pas, c'est Mehdi qui m'en a parlé, ils avaient comme un objectif en tête, c'est de refaire un peu l'historique de c'est quoi l'humour belge depuis depuis les Alex Vizorek ou Alter, tu vois, parce que c'est un peu eux qui font partie de la renaissance de l'humour belge. Et donc mon nom est revenu quelques fois dans des conversations et ils ont voulu savoir tout simplement. Et c'est ça, et ils me posaient des questions et moi je voulais pas leur répondre, c'est comme c'est plus ma vie. Et ils ont trouvé une solution pour me convaincre et... Mais j'étais pas... Mais toi c'est ta passion quand même, l'humour. Enfin, maintenant que tu dis, quand tu compares les deux vies, entre guillemets, faire de l'humour ou être développeur, il n'y a pas une part de toi qui dit je regrette d'être développeur. T'es quand même j'ai l'impression que c'est ta vocation quoi. Ouais, il y a pas une part de moi qui dit être développeur, mais maintenant il y a plein de parts de moi qui disent être autre chose dans l'art. Dans l'art, ça va dans l'artistique. Artiste, c'est sûr. Artiste, c'est sûr. Artiste de l'expression scénique, c'est sûr. Alors je vais pas demain être un artiste de peinture murale. Écrire un livre, tu t'aurais envie ou pas? Parce que sur ton histoire, ça pourrait vachement bien se prêter à un roman par exemple. Oui, mais il manquerait un truc déjà parce que moi j'aime bien parler. Moi j'écris plus. Je parle à mon téléphone, je parle à mon public, j'ai besoin que l'expression, en fait, que mon idée se transforme en musique, en mélodie, avec un rythme, avec un truc. Le texte, il ne m'offre plus ça. C'est froid un peu, les pages sont froides et quand tu relis, tu entends plus la même intention que quand tu l'écris, tu vois. Et j'aime le faire en rime, plus que tout, j'aime le faire en blague, un peu. Mais c'est les rimes que je préfère. Et est-ce que et aussi est-ce que tu donc tu dis pour ça, pour l'expression ça, mais est-ce que aussi le retour du public c'est un truc qui te fait kiffer aussi? Parce que j'imagine que quand on fait ça, c'est aussi pour quand même que les gens rient, que les gens viennent te féliciter, mais tu vois, il y a une certaine... c'est aussi un peu pour se faire voir, quelque part. Il y a des gens qui critiquent ça en disant oui, les humoristes sont tous des narcissiques, ils ont besoin de se mettre en valeur ou tout ça. Moi je suis pas du tout d'accord parce que je vois pas pourquoi le théâtre serait pas narcissique et le stand-up serait narcissique. Je trouve ça complètement débile, mais... Ça l'est aussi. Mais les humoristes sont narcissiques pas forcément, au plus haut degré, au moins à un moment. C'est entre le moment où ils ont mis leur premier pied sur scène et le moment où ils ont mis leur dernier pied hors de la scène. Parce que là, t'as besoin d'être narcissique. Oui, tu dois attirer l'attention. T'as besoin d'être la première personne convaincue de toi pour que les autres puissent être convaincus. À cet instant-là, oui. Mais après, dans la vie de tous les jours, j'imagine que non. Mais je pense qu'on a quand même ce profond besoin de reconnaissance un peu, ou en tout cas de... Peut-être pas d'attirer l'attention sur nous. Moi, j'ai jamais eu un truc de je vais attirer l'attention sur moi. Sinon, j'aurais percé bien plus tôt. J'aurais trouvé d'autres solutions. J'aurais fait des vidéos sur Internet.
Oui, mais ton but, c'est pas la fame, c'est pas d'être connu, t'as un besoin artistique, mais t'es quand même pas insensible non plus aux réactions du public, quoi. Tu le fais aussi Je pour suis plaire au très public, sensible parce que ce qui me passionne le plus, et je suis pas insensible non plus à la notoriété, je veux être connu et je vais tout faire pour que ça arrive. D'accord. Mais je suis sensible surtout à une chose, moi, c'est quand je trouve quelque chose intéressant, j'ai besoin de le dire à des gens. Et c'est encore mieux quand ils le partagent avec moi. Quand je dis un truc que je trouve intéressant, Ouais. et que les gens, je vois un rictus ou un ouais, je me dis ah ok. Ouais, c'est partager un moment. Et d'ailleurs, ce qui est sympa aussi dans les plateaux, qu'on a peut-être moins quand on est hyper connu, mais nous, ce qui est chouette, c'est qu'on est hyper proche du public, tu vois, on est hyper proche, et après la scène, il y a souvent le public qui vient voir les humoristes, on se parle, on échange, et c'est chouette, quoi. Ouais, on se parle, et surtout, justement, on a aussi l'occasion de créer avec le public. Comme c'est des petits établissements, il suffit qu'une fourchette tombe, qu'un verre se casse, on l'entend et tout de suite toute la direction change. Tout va dans un autre sens, qu'on le veuille ou pas. Même si toi tu penses que tu es resté dans ton texte parce que improviser c'est pas pour toi, etc. Peu importe, ta manière de faire a changé. Dès l'instant où cette fourchette est tombée, ou cet enfant a pleuré, ou ce téléphone a sonné, ta manière de faire a changé. Donc on est un peu aussi dépendant du public. Du public, c'est clair. Parce que on est aussi le public de notre public. Mais on vit un moment aussi. Bah ouais. Et c'est ça qu'on aime bien. Si tu avais à choisir, je vais te poser une question et une seule. Mais après, mais si tu avais à choisir entre être très connu, genre superstar, mais tu vois jamais les gens qui t'aiment, ou être pas du tout connu, mais tout le temps tu vois la réaction des gens qui est en plus positive, tu choisirais quoi? Moi je préfère avoir la réaction des gens. Parce que être connu, en vrai, c'est pas chouette, tu vois. Après, c'est important dans notre métier, tu vois, d'être un minimum connu, parce que sinon tu progresses pas non plus, ça fait partie du jeu. Mais être reconnue comme par exemple Nabila, qui elle est pas humoriste, mais tu vois, elle est connue pour Allo ou quoi, tu vois. Je sais pas, moi j'aimerais pas être connue pour ça et être dérangée dans la rue. Ah, c'est elle, viens, on va faire un selfie, tu vois. En vrai, ça doit être super chiant, tu vois. Je me souviens, c'était marrant parce que une fois j'ai été au Deleuze, à Scarbeck, c'était tout près de chez moi à l'époque, et il y avait Thomas Galicieux, tu vois, qui est un journaliste, et en fait, je l'ai reconnu, puis il y a une part de moi qui s'est dit, mais non, tu le connais pas, laisse-le tranquille, et j'ai laissé tranquille, mais je me suis dit, si ça se trouve, ce gars, là, il y a plein de personnes qui l'ont reconnu dans le Deleuze et qui sont en train de se demander, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, Et tu vois, en fait, ça doit être chiant, tu vois, d'être reconnu. Tu vois, ça doit être bizarre. Ça doit être trop bizarre. Mais en même temps... C'est pas le fait en soi d'être connu, tu vois, qui est chouette. C'est plus le fait d'avoir des trucs, des salles blindées. Tu vois, si tu pouvais faire, par exemple, imagine, t'as un spectacle d'humour qui cartonne, tout le monde vient te voir et tout, et après tu rentres chez toi, plus personne te connaît. Qu'on te connaisse juste pour l'artistique, ça, ce serait cool, quoi, tu vois. Ouais. Ça fonctionne pas comme ça, mais... Après, moi, en fait, j'ai jamais rêvé d'être connu. Mais je me suis rendu compte d'une chose quand j'étais en garde à vue, j'étais dans la cellule antiterroriste, donc vraiment c'était comme you are a terrorist, yes you are a terrorist, et toi t'es comme non je suis un gentil. En fait, être connu ça sert aussi à avoir une preuve de ce que tu fais, parce que nous on est artistes, c'est bien, mais qu'est-ce qui prouve qu'on est artiste? Si demain t'étais dans un interrogatoire, comment tu prouverais que t'es artiste? Je fais des blagues, oui, ma boulangère aussi fait des blagues, elle est pas. Comment tu prouves que t'es artiste? À part le fait d'être connu. Mais c'est vrai que toi, t'avais quand même la RTBF, t'aurais pu dire. Ils t'ont pas soutenu la RTBF quand t'as. Personne ne m'a soutenu. Ah, ça c'est pas cool quand même, quoi. Non, parce qu'ils le savaient bien que c'était une blague, tu vois, que t'étais pas un vrai terroriste, tu vois. Si j'étais connu à ce moment-là, ils auraient été obligés de me soutenir. C'est le fait d'être un anonyme, un nobody, ça fait que tout le monde peut se désolidariser de toi parce que finalement, ta voix ne compte pas. Et c'est là que je me suis rendu compte que ma voix ne comptait pas. Je me suis dit, ok, alors je vais me taire. Je me suis tué 2 ans, mais ma voix, elle compte pour moi. Du coup, j'ai dû parler. Mais maintenant que je reparle, je me dis, ok, cette voix-là, je dois la protéger. Et ce qui protège ma voix et mes idées, c'est un peu de notoriété. C'est obligatoire, en fait. Non, j'en prends. Mais donc, quoi, t'es vraiment tombé face au Jack Bauer de... Ouais. Ah, putain. Ouais. C'est flippant. Tous, il y a les cow-boys. Il y a les guerriers un peu. Il y a les pires, c'est ceux qui ont perdu un ami. T'imagines, le mec il est flic et il a perdu un collègue. À cause d'un terroriste. À cause d'un terroriste. Va lui expliquer que t'es un gentil. C'est mort, parce que lui il veut qu'une chose, c'est se venger. Et il y a plein de pays, il y a plein de continents. Finalement, c'est grâce au Canada qu'on
que Que j'ai t'en pu. es Ouais, sorti. ouais, le Canada c'était cool. Ah, bravo, on dit. Ouais, le Canada c'était Ouais. cool. Du coup, tu te méfies quand même un peu quand tu vas en Turquie, quoi, parce que si jamais t'interroges encore, j'imagine que t'as pas trop envie, quoi. Mais ils m'interrogent tout le temps. Ouais. Là, j'y étais il y a un peu plus de 10 jours, ils m'ont interrogé. Mais maintenant, je me méfie plus parce que je connais les questions, je connais la teneur de l'interrogatoire et je sais qu'au final, ils vont me lâcher. Ok. Et maintenant, de plus en plus, par exemple, la Turquie, là en l'occurrence, je descends tout le temps au même aéroport, qui est un tout petit truc, Ouais. et je reconnais les policiers qui me reconnaissent aussi, Ouais, donc donc c'est déjà, bien. ouais, donc Ouais, ça c'est va, bon ok. maintenant. Mais c'est vrai que ce serait bien aussi, comme tu dis, d'avoir une espèce de notoriété qui est comme ça, tout le monde arrête Bah avec ouais. ça. et Bah puis, ouais. Bah ouais, t'imagines? C'est des choses qui arrivent pas aux gens connus, ou qui arrivent rarement aux gens connus parce que, je sais pas. Enfin, après, Britney Spears, on sait complètement différent, mais elle a vécu des choses pas drôles, elle Ouais. est super connue. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, en fait, j'ai l'impression à chaque fois on se met des fantasmes de ah, quand j'aurai ça, Ouais. ça ira mieux. Et en fait, là, tu viens de nous donner un exemple d'une femme, en plus, elle est là ça depuis qu'elle a 8-9 ans. Elle est une superstar depuis Mais l'enfance. c'est son père qui a abusé. Mais... Non, mais c'est marrant parce que tu me dis, on pense que ce qu'on veut, c'est d'obtenir un truc, et puis quand on l'a, on est déçu. Mais en fait, j'ai vu un truc sur Facebook l'autre jour, et c'était genre, oui, en fait, la vie, c'est souffrir, osciller entre souffrir et s'ennuyer. Ouais. Et je trouvais ça vrai, mais super déprimant, quoi. Genre, tu vois, par exemple, la souffrance d'être au chômage, et puis l'ennui d'être dans son boulot qui est répétitif. Qui le dit Tu vois, ou la souffrance d'être célibataire, et puis l'ennui d'être dans un couple un peu rodé, un peu pépère, tu vois. Et tu vois, je me dis, mais non, mais ça peut pas être ça, il y a quand même du bonheur dans la vie, du vrai bonheur, de la vraie passion, de la vraie vie, tu vois. Et en fait, il faut profiter quand on a des moments comme ça, parce que c'est vrai qu'on peut vite s'ennuyer. Et c'est ça qui est chouette avec le métier d'humoriste, je trouve, c'est qu'on s'ennuie pas, en fait, quand même. On s'ennuie pas trop, tu vois. Enfin, c'est quand même des rythmes le soir, avec des fêtes, c'est pas des fêtes, mais tu vois, c'est quand même un peu la fête, les plateaux de stand-up, c'est joyeux, on rigole, enfin, Ouais, on a l'impression de planer un peu. Tu vois, on fait quand même un travail entre les strass, les paillettes et la joie. Ouais. Les gens, ils ont comme confié leur enfant au babysitter, et ils ont garé leur voiture et le parking pour venir nous voir. Mais moi, de plus en plus, je ressens un truc un peu gênant, je me dis, mais putain, c'est un peu le monde de la joie artificielle, j'ai l'impression. Tu veux dire. Je sais pas comment l'exprimer, mais je suis comme, est-ce que quand j'aurai 40 ans, je prendrai est-ce que quand je serai marié, je prendrai du plaisir à aller dans un spectacle, sachant qu'à tout moment, je sais pas, je peux me faire draguer. Tu sais, c'est aussi un monde des plans cul faciles, c'est un monde... Quoi, l'humour? Ouais, en tout cas... Parce que en tant qu'humoriste, t'as plus de succès auprès des filles, tu le sens? Moi, alors je vais te parler de ma version des choses. C'est pas la même pour tout le monde. Mais moi, mon premier rapport sexuel dans ma vie, c'est grâce au fait que j'étais humoriste. D'accord. Donc c'est arrivé très tard. Bah non, t'étais humoriste à 17 ans. À 19, parce que 17 ça compte pas. Donc c'est 19, ça commence là. Et à peu près tous mes rapports sexuels dans toute ma vie, je peux les connecter à l'humour. C'est soit quelqu'un qui m'a vu sur scène, soit l'ami de quelqu'un, mais c'est toujours lié à l'humour. D'accord. Et en fait, parfois, je me dis, attends, c'est un trop joli monde pour un jeune célibataire, mais est-ce que pour des personnes en couple, des personnes mariées, des personnes qui veulent rester fidèles, c'est bien juste... C'est une question que je me pose beaucoup. Mais c'est plus, à mon avis, en tant qu'homme, parce que moi, en tant que femme, ça m'est jamais arrivé d'avoir une groupie mec qui vient me voir en disant « Ah, j'aime trop ce que tu fais », enfin ça m'arrive jamais, tu vois. Moi, c'est plutôt des femmes qui me disent « Ah, c'est trop bien et tout », mais elles viennent pas me draguer, tu vois, elles viennent juste me féliciter, mais... Mais comment tu sais qu'elles te draguent pas, ou qui te drague pas? Mais il y a jamais, c'est rare. Déjà, mon humour, il parle plus aux femmes, parce que je suis une femme, je raconte des trucs. Ça parle parfois, les hommes aiment bien, mais je sais pas, les retours que j'ai eu, c'était plus des femmes. Et non, personne m'a jamais dragué. Non. Je sais pas, genre là, demain, je suis censé voir une fille qui m'a vu sur scène. Ouais. Mais en même temps, moi, là, en fait, si je me pose toutes ces questions, c'est que je viens de tomber amoureux. T'as vu, j'en parle sur scène, je suis tombé amoureux d'une fille. Je sais pas je me souviens plus. Enfin, je suis tombé grave amoureux d'une fille, et je suis comme, mais... Je fais que des trucs que je pense ne pas pouvoir lui justifier. Que je pense ne pas pouvoir... Si je lui disais clairement, demain, je vais voir quelqu'un qui était dans le public de mon spectacle, c'est censé être normal. Mais je trouve pas ça normal. Je suis comme... Mais... Ouais, parce que tu sais qu'elle s'est fait peut-être des films ou... Elle m'aime pas l'autre fille. Elle est pas amoureuse. Mais je me dis, putain, mais si maintenant j'étais en couple avec elle... Ah ouais, ok. Tu vois, je me fais des films inutilement. En fait, t'es amoureux, mais la personne... S'en fout. S'en fout.
Du coup, tu te dis, j'hésite à aller voir l'autre fille parce que je suis amoureux. Ouais, Mais je redécouvre l'univers dans lequel je passe le plus clair de mon temps, qui est le monde des spectacles. Ouais. Et je me dis, mais c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pas parce qu'elle m'aime pas, c'est peut-être juste parce qu'elle aime pas mon univers. Ouais, ou alors elle se dit peut-être que justement tu plais à trop de filles et qu'elle a pas envie de ça, elle a envie d'un mec plus stable qui plaît moins, tu vois. Tu vois, ça veut dire que faire ce travail-là va m'empêcher d'être stable. C'est des questions que je suis en train de me poser. Ouais. Peut-être que faire ce travail-là va m'empêcher d'être équilibré. Parce que ça te pousse à beaucoup réfléchir, à tout le temps remettre les choses en question. Maintenant, je vais devenir agent de sécurité. C'est ça mon prochain job. Peut-être que ça va me... Là, tu vas avoir aussi du temps pour réfléchir, tu disais. Ouais. Donc, tu vas encore plus te faire... Mais au moins, je sais pas, c'est pas ce monde-là de la fête. Les gens qui passent devant un agent de sécurité, ils sont pas là pour faire leur soirée. Ils sont là pour pas donner un badge. Sauf si t'es agent de sécurité d'une boîte de nuit, alors là, ils vont te faire des sourires et tout pour rentrer. Peut-être, ouais. Mais je sais pas, il y a un truc dans le monde de l'humour qui fait rêver tous les gens qui y sont pas. Qui fait vraiment, quand tu es nouveau dans le truc, tu en profites à mort parce que c'est la fête. Mais moi, ça fait trop longtemps que j'y suis et c'est pas la fête. Je vois juste qu'on fait les mêmes trucs, on boit des verres, on rigole. Après, c'est aussi le truc, c'est chouette de faire ce métier quand on est de bonne humeur et qu'on a envie de transmettre la bonne humeur. Mais imagine, t'as un coup de mou, t'es un peu déprimé, tu dois monter sur scène, faire rire, c'est de dur aussi, tu vois. Ouais. Il y a des moments certainement où on n'a pas envie d'être drôle en fait, enfin, tu vois. Il faut quand même, je trouve pour faire un passage, il faut arriver avec une énergie, une certaine pêche. Et c'est vrai que si t'es pas en forme, ça peut vite être super dur, quoi. Tu crois que si t'étais triste tout le temps, tu pourrais faire des blagues? Non, à mon avis, non. Enfin, parce que je pense pour faire... en tout cas, pour faire la performance de monter sur scène et tout, peut-être tu peux écrire tes vannes quand t'es dans un moment down, mais quand tu vas sur scène, tu peux pas être down, quoi. Tu dois être en forme. Moi, je peux pas écrire dans un moment mou. Moi, le moment où j'écris, c'est le moment où je suis le plus dynamique, le plus chaud. Après, monter sur scène, c'est... Tu peux le faire détendu, sans arriver avec la pêche. En fait, t'as vu comment je suis sur scène. Moi, quand je monte sur scène, je suis plus la même personne. Cette pêche, je sais pas d'où elle arrive, mais elle arrive. Quoi qu'il arrive, elle même si, genre, 5 minutes avant, tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, t'es déprimé et tout, t'arrives quand même à te Ouais, surtout. Mais j'ai plein d'anecdotes de ça. Enfin, je sais que ça m'est arrivé plein de fois. Des trucs très très durs, des trucs où tu dis putain, mais je devrais être auprès de cette personne, auprès de ma famille. Mais je dois être sur scène, donc je suis sur scène. Et ça se passe très bien. Ok. Mais c'est parce que t'as de l'habitude, tu penses, ou c'est vraiment tu rentres dans un autre, ton mental rentre dans un autre mode Il rentre dans un mode que je maîtrise pas. C'est pas une question d'habitude, je crois en fait, après c'est une baille de psychologue, mais je crois en fait que si j'ai eu envie de faire mes premiers trucs sur scène, c'était pour combler un problème de tristesse. Je vais pas dire que je suis dépressif ou quoi, je suis pas dans ce truc-là. Enfin, je suis pas dans, tu sais, les artistes aiment bien dire que je suis quelqu'un de triste. Moi, pas tant que ça, mais c'était un moment très triste de ma vie. Cette adolescence-là, c'était très très difficile. Et j'ai eu un réflexe, c'est de faire du théâtre, des poèmes, de l'humour. Donc je pense que dès le départ, mon moteur, ça a été une tristesse. Donc être triste, ça m'empêche pas de monter sur scène, mais ça m'empêche d'écrire. Je peux pas écrire triste. Qu'est-ce que je vais écrire triste? Le monde est une boîte. Et alors, pour terminer, qu'est-ce que tu voudrais dire aux spectateurs qui voudraient se lancer, qui regarderaient ce podcast en disant moi aussi j'aimerais bien faire de l'humour, j'ai des bonnes idées, ou je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais leur donner comme conseil? Déjà, moi mes conseils, il faut relativiser. Je suis un mec qui a mis 10 ans à redevenir un débutant. Mais je sais pas qu'est-ce que je peux dire. Mais justement, moi ce que j'ai compris, que c'est pas tout le monde qui peut l'avoir vu, parce que pour le voir, il faut rester chez les amateurs pendant 10 ans. Et c'est le rêve de personne de rester chez les amateurs pendant 10 ans. Normalement, tu restes là, allez, 3 ans à tout casser, puis tu montes. Ça dépend, franchement, je sais pas. Ouais. Il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de règle. Parce que souvent, les humoristes qui percent vraiment, si tu regardes quand est-ce qu'ils ont vraiment démarré, c'est parfois 15 ans avant, tu vois. Ouais. Mais ce qui a toujours été ma manière d'être et de faire, c'est de se faire
confiance et de faire confiance autant que ça prend. Je vois beaucoup là, de plus en plus, des gens qui, je sais pas, ils écrivent vite leur premier spectacle, ils écrivent vite quelque chose, ils veulent vite que ça devienne efficace, mais si une blague n'est pas efficace, c'est peut-être pas son moment. Il y avait un écrivain que j'aimais bien, que j'aime un peu moins pour l'instant, Eric Emmanuel Schmitt, tu vois. Ouais, je vois. Lui, il comparait son cerveau et sa créativité à un jardin. Et il disait comme chaque idée, c'est un fruit, c'est une fleur, mais il faut le temps que ça pousse. Et parfois, une pomme, ça met 5 ans à sortir. Est-ce que tu aimes suffisamment cette pomme ou est-ce que tu crois suffisamment en cette pomme que pour attendre 5 ans? Ou alors tu vas la cueillir dès le départ, oui, peut-être il y a un peu de sucre, mais c'est pas le sucre que tu voulais. Si tu arraches la blague trop vite de son bassin, oui, tu auras 2 ou 3 rires, mais ce seront pas... Après, rien n'empêche de faire un truc nouveau, et après de dire, bah voilà, ça a un peu bidé, je le jette à la poubelle pour l'instant, mais d'y revenir peut-être plus tard, tu vois. Ouais, alors il faut pas l'appeler une poubelle, il faut l'appeler un tiroir. Parce que les mots sont importants aussi. Pour ton petit cœur, si tu dis ça c'est un déchet, ben ce sera un déchet. Après, tu auras du mal à la réactiver. Moi, je crois beaucoup en ça, je crois beaucoup à... C'est nos frères et nos sœurs, les blagues. C'est nos enfants, c'est nos amis. Elles sont là avec nous, donc il faut les traiter, voilà, avec comme toi avec tes enfants, avec la délicatesse que ça demande. Et se faire confiance de fou, parce que, regarde. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu dis se faire confiance, c'est important parce que l'entourage, peut-être, va te dire c'est nul, ne monte pas sur scène. Ou... Parce que forcément, quand tu démarres, ça c'est pas être génial. Non. Tu dois tester, tu dois y aller. Non. Et c'est vrai que si on écoute les proches, ils vont peut-être dire bah non, ne fais pas ça, pourquoi tu fais ça, t'es pas drôle ou quoi. En fait, il faut quand même le faire parce que au plus tu vas continuer, au plus tu vas t'améliorer. Et dans tous les cas, c'est une prison. Même ceux qui te disent que t'es génial, c'est une prison. Même si tu fais un truc et tout le monde dit que t'es génial, et que demain ce truc t'ennuie, que tu veux plutôt faire ça, mais tu vas te sentir comme redevable à tous ces gens-là, ça va être encore plus lourd de faire bouger. Dernier truc, parce que c'est important pour moi, c'est si vous voulez être humoriste, ne faites pas que des blagues. Je vous le dis. Genre, parce que être un mono-artiste qui fait juste un truc, c'est bien, mais alors de quoi tu te nourris? Moi j'ai l'impression qu'il faut, même si tu fais pas ça, va regarder ce que les autres font. Genre les peintres, les trucs, les ouvriers, les boulangers. Mais il faut à un moment quelque chose... De la matière, tu vois. Et moi je vois beaucoup dans le monde de l'humour et dans le monde des fans d'humour, c'est que c'est une branlette comme ça, on parle que de blagues, on parle que d'humoristes. T'as vu le dernier Louis C.K., t'as vu le dernier tel, ouais mais Louis C.K. il se nourrit d'autre chose. Et nous on se nourrit de Louis C.K., c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train de suivre son exemple. Il faudrait que nous nous nourrissions d'autre chose. Donc c'est pour ça, moi j'ai moins cette passion dépendante vis-à-vis de l'humour. Je suis comme, ok, c'est une manière de faire la vraie chose qui compte pour moi, qui est de m'exprimer et d'exprimer une idée nouvelle, quoi. C'est chouette. Voilà. Bah, merci beaucoup Talip, c'était super intéressant. Et je mettrai donc en commentaire ton nom. Ton nom sur Insta, donc c'était talip. C'était quoi? Bonsoir. Sur Insta, c'est Talip-All, donc T-A-L-I-P-O-L-L. Ok, je le rajoute, quand tu me donneras, je le rajouterai. Okay. Et voilà, donc découvrez Talip. Aussi, si t'es d'accord, je mettrai une vidéo en début, comme ça les gens... Ok, je vais t'envoyer ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Alexandra.